Le diabète est une problématique mondiale. Je pense qu'on peut avoir des petites victoires sur un petit territoire comme le nôtre. On peut avoir des petites victoires et on peut être modèle pour les autres pays. Je vois aussi comment je suis copiée et ça, je suis super heureuse parce que si je suis copiée, c'est qu'il était bon. Voilà. Donc j'aime que les gens me copient. C'est très bien. Les personnes qui travaillent, les personnes qui ont les compétences, les personnes qui peuvent faire changer la Guadeloupe, changer le monde, ce sont des personnes qui restent dans l'ombre. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. La femme que nous allons mieux découvrir aujourd'hui a fait de la lutte contre le diabète son cheval de bataille. C'est sa profession, elle est chef de service de diabétologie et endocrinologie au CHU de Guadeloupe. Mais nous, dans les belles rencontres, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'en savoir plus sur sa personnalité, son parcours, comment on en vient là, comment elle vit les choses, sachant qu'il y a des situations qui peuvent être parfois compliquées à vivre au-delà du professionnel. Elle s'appelle Fridseline Velayoudon et est donc notre invitée aujourd'hui. Avant de commencer à discuter avec Fridseline, je vous remercie vraiment sincèrement de nous accompagner. Je ne cesserai jamais de le faire puisque sans vous, il n'y a pas de belles rencontres. Si on ne parle à personne, on parle aux poissons et ça ne sert strictement à rien. Donc continuez à nous liker, à nous laisser vos commentaires qu'on a plaisir à lire. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram et TikTok. Bref, vous êtes dans l'aventure des belles rencontres de Cédric Centime. Bonjour Fridseline. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ces belles rencontres, de faire partie des belles rencontres. Alors il y a un rituel dans les belles rencontres, le fameux oracle Équilibrium, parce que je suis un malade d'équilibre. Et du coup, le mode est simple. Tu choisis, tu peux battre les cartes comme tu veux. Tu en choisis une, tu ne regardes pas, et à la fin, on regarde quelle carte tu as choisie et qu'est-ce qu'elle te dit. Vraiment, tu te laisses guider. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Celle-là, tu la poses juste là. Et du coup, on range les autres cartes. Voilà, Équilibrium. Fridseline Velayoudon, qu'on rencontre, qu'on voit pour des sujets toujours graves et importants de santé publique, le diabète. Mais j'ai envie de savoir comment on devient chef de service de diabétologie. Est-ce que c'est quelque chose que d'emblée tu avais une âme d'enfant, tu sentais que tu étais vers le médical ou ça s'est fait comme ça? Alors d'emblée oui, je me sentais en tout cas attirée par le côté médecine. Alors toute jeune, je voulais être pédiatre, comme beaucoup d'enfants. Ma grand-mère était quelqu'un qui nous soignait pour tout, parce que j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère, qui était ma marraine, et qui nous soignait pour tout. Elle avait toujours les petites plantes, les petits massages, le petit remède miracle, voilà. Et j'ai toujours été passionnée par l'envie de guérir les enfants. Mais quand je suis partie faire mes études après le bac, j'ai fait un stage en fait en pédiatrie, et qui m'a beaucoup choquée, parce qu'en fait j'étais passée en hématologie à l'hôpital Trousseau à Paris. Et c'est vrai que quand on avait des enfants avec qui on jouait un petit peu, on s'amusait, mais la chute était toujours difficile parce que ces enfants ne guérissaient jamais. Et donc on revenait le lendemain, le lit était vide. Et là je me suis dit, mais je ne peux pas voir d'enfants en fait souffrir, c'est trop difficile. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage après, toujours à la Pitié-Salpêtrière. Alors Trousseau c'est à Paris et la Pitié-Salpêtrière c'est un autre hôpital, en endocrinologie chez le professeur Tervé et le professeur Grimaldi. Et là ça a été l'attrait immédiat pour cette spécialité. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Voilà. Donc je n'avais pas forcément prévu de rentrer en Guadeloupe, on va dire, tout de suite non plus, puisque c'est vrai que quand on a des projets professionnels, c'est pas toujours en phase avec les projets personnels et qu'il y a des imprévus dans la vie qui font changer d'avis. Et donc je suis rentrée suite au décès de beaucoup de membres de ma famille, en particulier de ma grand-mère marraine. Et là je me suis dit, mais j'ai vraiment envie que mes enfants connaissent leurs grands-parents, parce que c'est important, puisque en fait on les voyait de façon irrégulière. Et j'ai eu envie de revenir en Guadeloupe. Ce retour n'a pas été simple, parce que je ne suis pas rentrée étudiante, je travaillais déjà là-bas.
Et donc, je suis rentrée avec un certain bagage en Guadeloupe. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple tout de suite. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pas simple? L'acceptation ou juste le fait que tu arrives déjà avec diplômé? Alors, je dirais que les deux. Je dirais les deux parce qu'en fait, quand on arrive avec un certain bagage, parce qu'on a, j'ai été formatée par des maîtres en endocrinologie et en diabétologie, donc forcément, je reproduis forcément ce pourquoi j'ai été formatée, puisque je suis partie vraiment très jeune. Et puis quand on arrive ici, il n'y a pas toute la rigueur, il n'y a pas la prise en charge du patient avec toujours de la bienveillance, de l'empathie, et la coordination des choses n'était pas vraiment mise en place correctement. Donc j'ai voulu vraiment apporter, moi, ma pierre à l'édifice. Et là, on se retrouve face à des gens qui sont là depuis très longtemps et qui ne veulent pas faire forcément les choses bouger, en fait. Donc, je vais dire que j'ai été patiente. J'ai attendu que les choses se fassent. J'ai construit petit à petit, voilà, ce pourquoi j'avais envie, parce qu'il faut aimer son métier. Et donc, dans ma spécialité, c'est très, très vaste. Et donc, j'ai construit au fur et à mesure des choses que j'aimais et qui manquaient à la population en Guadeloupe. Et puis ça s'est fait tout seul et au fil de l'eau, progressivement, je pense que mes compétences étaient reconnues. Quand tu as les écueils, quand tu te rends compte, tu n'as pas envie de repartir? Ah oui, oui. Alors, je raconte cette anecdote. Comme quoi? À tout le monde, c'est que quand je suis arrivée en Guadeloupe, c'était en fin 2008 et c'était en plein LKP. Ok. Et on m'avait déjà raconté que tu vas au CHU de Guadeloupe, mais tu sais, quand tu vas arriver, quand c'est bloqué, nanana. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment on peut parler comme ça? On a l'impression que c'est quelque chose, voilà, d'horrible et tout. Alors, LKP, c'était pas que le CHU, hein, c'était un mouvement social voilà, dont tout le monde se rappelle. Et donc, moi, j'arrivais avec mes 2 filles petites, en bas âge, et j'ai été confrontée à ça. Et donc, la difficulté, elle n'est pas dans les mouvements sociaux, c'est dans la priorité des choses. Et puis, j'ai trouvé que ça a beaucoup changé le comportement des personnes, parfois en bien, parfois en moins bien. Okay. Avec des personnes qui ont vraiment envie, alors moi je parle pour ma partie, hein, le côté médical, hein, et asseoir un peu, je sais pas, on fait ça, on fait pas ça, on fait ci, ici on vient, on fait tout, on fait, voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils sont médecins comme moi, on a envie de développer des choses, donc on va faire ensemble pour la population. On ne va pas me dire, mais toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais pas ça, toi tu fais pas ça. Et donc je me suis dit, mais où suis-je? Et je me suis dit, mais je vais pas être heureuse, là je vais partir. C'est pas possible d'avoir un discours comme ça. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai aussi été accompagnée par de très bons médecins, pas forcément de ma spécialité, mais qui m'ont soutenue et qui m'ont dit, mais non, tu repars pas, je te propose de faire ça, de faire ci. C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des choix, mais quand on est accompagné de bonnes énergies, quand il y a la famille aussi, parce que ma famille est vraiment très très présente, mes amis, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns, mais c'est surtout ma famille, il y a de belles énergies. Donc ça, voilà, ça rebooste et on se dit, on avait décidé de faire ça, il faut y aller jusqu'au bout. Et par rapport à cela, parce que le LKP, ça remonte déjà à 17 ans, hein, ça va mieux? Tu as vu l'évolution? Est-ce que la patience a payé? Est-ce que ça va mieux, tout simplement? Alors, je vais dire que mon éducation fait que je discute avec tout le monde. Je parle avec tout le monde parce que c'est important de comprendre les opinions de tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est des amis ou des ennemis, ça veut dire qu'on a des désaccords, pas d'accord sur certaines choses. Il faut savoir écouter les personnes. Alors, la forme n'y est pas toujours parce qu'il y a beaucoup de violence, on va dire. Dans mon service, il y avait la majorité du personnel à l'époque, quand je suis arrivée, était syndiqué. Et donc, c'est des personnes qui avaient leur valeur syndicale, mais qui reconnaissaient mes compétences. Donc, je n'avais pas de difficulté de communication. Et en fait, là où c'est important, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger.
Ces personnes, elles sont peut-être syndiquées effectivement avec leur défense. Il y a des objets, moi j'avoue que je ne me mêle pas trop là-dedans. Mais je veux qu'on me laisse faire mon travail, en fait. Voilà. Et une fois que ça c'est dit, parce que j'ai aussi du caractère quand je suis à l'hôpital, parce que je trouve qu'il y a parfois des garde-fous à mettre. Il faut se respecter, et le respect c'est vraiment quelque chose pour moi qui est fondamental. Le respect à tout niveau, dans la famille, les amis, au travail, se respecter, la façon de se comporter, la posture, la façon de parler, le côté vestimentaire. Le respect, c'est quelque chose, je suis vraiment très très attachée à ça parce que j'ai été formatée aussi comme ça, et que je trouve que quand on se respecte, même s'il y a des désaccords, normalement tout devrait bien se dérouler. Donc j'ai pas eu après à avoir de problématiques par rapport à ça. Ok. Et je vais revenir sur la Fridseline qui part. Tu étais comment comme... Fridseline était comment comme type de jeune fille, ambitante? Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Alors là, les copains qui m'écoutent... alors, la Fridseline avant. Alors, je suis fille unique. Et donc, j'ai un grand frère. Ok. Nous sommes trois... Non, il est plus jeune. Ah, d'accord. Nous sommes 3 enfants. Okay. Donc, il y a Franco, qui est mon grand frère, qui est l'aîné. Donc, moi, au milieu. Et Fabien, qui est le plus jeune. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai grandi avec des garçons, en fait. Parce que mon père avait un très bon ami, paix à son âme, puisqu'il est décédé, qui avait 3 garçons. Il a été d'ailleurs le parrain de Fabien. Et je me rappelle, on allait chez eux tout le temps. Donc je grimpais aux arbres, je jouais au foot, je faisais des choses de garçon, et j'avais des plaies aux genoux, j'ai gardé des cicatrices parce que je tombais souvent, forcément. Et c'était à peine cicatrisé que ça se réouvrait. Donc je me faisais disputer tout le temps. Donc voilà, ça c'était cette période-là. Après, j'étais une enfant très studieuse. J'ai toujours été très studieuse, très scolaire. C'était l'école, voilà. J'étais, moi, avec mes devoirs, très sérieuse. J'allais au collège, j'allais au lycée. De temps en temps, il y a des petites boutades par rapport à ça, parce que je ne regardais pas les garçons, en fait. Okay. J'allais travailler. Ouais. Voilà. J'avais pas de copains, copines, de groupes, de choses comme ça. Mes parents me déposaient à l'école, j'allais travailler, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs. Et quand j'avais fini très tôt mes devoirs, c'était le goûter, les dessins animés, les jeux dans ma chambre avec mes poupées, ma maison de poupées. Enfin, le truc vraiment très classique de petite fille modèle, voilà. Et puis voilà, et puis j'aimais déjà beaucoup aussi aider les autres, parce que les enfants en difficulté dans ma classe, je les accompagnais au niveau scolaire. Voilà. Ouais. Donc j'ai toujours été comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, parce que ce côté-là, je l'ai gardé, forcément. Je pense que le travail, quand on aime ce qu'on fait, on le fait, et puis on ne se pose pas de questions, en fait. Voilà, j'ai peut-être changé parce que je crapahute moi, mais j'aime m'amuser. Et quand tu dis quand tu disputais, c'est maman Francesca qui te disputait? Oui, un petit peu quand même, parce que je déchirais les pantalons. Je mettais des pantalons, j'étais pas beaucoup en jupe, j'avais des robes, et donc je déchirais les vêtements, en fait, quand je tombais. Et puis quand j'étais en short, j'avais vraiment des grosses plaies qui saignaient bien. Voilà, et puis par la suite, ce côté est resté, parce que j'étais très proche de mon grand frère. Pendant très très longtemps, en fait, ses amis me considéraient comme leur petite sœur, parce que j'étais avec eux pour entrer à l'école. C'était des protecteurs. Et donc ce petit côté d'être entourée de garçons, ça a été longtemps quelque chose pour moi, en fait, en termes d'amitié, de particulier. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je suis beaucoup entourée d'hommes, de garçons, d'hommes, parce que sur le plan relationnel, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ça passe mieux. Alors moi, j'ai entendu ça, effectivement, pas le côté avec les garçons, mais j'ai entendu que Fridseline est très entourée de sa famille. Vraiment, c'est... En gros, il ne faut pas toucher à Fridseline.
Mais on est tous comme ça dans la famille. Faut pas toucher à maman, faut pas toucher à papa, faut pas toucher à Fabien, faut pas toucher à Franco, il faut pas toucher à Fritzline. Donc voilà. Donc on est, c'est vrai, on est très unis. Ça a toujours été. Alors mes grands-mères en fait aussi étaient comme ça avec nous. Et donc c'est quelque chose qui est naturel. On a le même sang. Ça me paraît tout à fait normal. Après c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans d'autres familles. C'est vrai que ça crée beaucoup de jalousie. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que les gens devraient être heureux pour nous. Mais c'est vrai que ça crée beaucoup d'envie, de jalousie. Et je trouve ça dommage. Et l'étudiant de Fritzline, donc c'était... il n'y avait que les études et il n'y avait rien d'autre à côté. Alors, quand je suis partie à 17 ans quand même. Et donc, quand je suis partie, donc, je jouais au piano, je faisais de la danse. Et quand je suis partie, en fait, il n'y avait pas de fac de médecine ici. Je suis partie tout de suite après le bac. Et ça a été difficile, parce que je me retrouvais sans ma famille. Donc, ça a été difficile de prendre des responsabilités tout de suite. Bon, mes parents étaient très, très présents pour nous accompagner. Mais l'étudiante que j'étais, alors il fallait travailler. Je partais pour quelque chose de précis, où mes parents avaient beaucoup de dépenses, parce qu'on a quand même été accompagnés à tous les niveaux. Mes parents ne disaient jamais non. On a vraiment tout eu. Moi, j'ai eu ma première voiture quand j'ai eu 18 ans, j'étais là-bas. On avait un appartement. Enfin, c'est pas tous les étudiants antillais qui avaient cette chance. Et donc, j'ai eu on va dire, la possibilité de travailler pour réussir. Donc, il y avait aussi ce rendu-là aux parents. J'aurais dit, je pars faire ça. Ils m'ont accompagnée. Ils ne me voyaient pas faire ce métier. Ma mère voulait que je sois avocate. Ok. Voilà, mon père ne voulait pas que je parte. Donc voilà. Donc ça, c'était. Ouais. J'ai dit non, je veux faire ça, je pars. Ils m'ont accompagnée. Et donc j'ai toujours été une étudiante, très très scolaire, sérieuse. Alors à côté, évidemment, en médecine, c'est particulier. Les études de médecine, c'est particulier parce que... C'est 8 ans, c'est ça? Alors ça dépend de la spécialité qu'on fait. Moi, j'ai fait 10 ans d'études. Ok. Donc après, c'est particulier parce qu'on a besoin d'avoir des moments où on décompresse. Donc les soirées de médecine, il y en a beaucoup. Ouais. C'est des soirées particulières. Alors c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, donc ce sont des soirées particulières où on se lâche parce qu'on a besoin de décompresser. Et on était un petit groupe. Alors on a tendance à beaucoup tout de suite se mettre en communautarisme, même en médecine, parce qu'en fait, Parce qu'en fait, en tout cas là, à la fac où j'étais, il y avait les enfants d'eux qui ne se mélangeaient pas avec ceux qui arrivent. De loin. Donc c'était particulier. Et donc forcément, moi, ma meilleure amie, elle était de l'île Maurice. J'en avais une autre qui était libanaise, une autre sénégalaise. Et donc on était un petit groupe comme ça. Donc dans les soirées médecine, on était un petit peu à part parce qu'on n'était pas parmi ceux qui ont une culture française de boire beaucoup. Et tant qu'on ne boit pas beaucoup et qu'on n'est pas un petit peu en coma éthylique, on ne s'amuse pas. Nous, on savait s'amuser sans boire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de soirées pour décompenser. Et puis après, c'était les soirées où on faisait à manger entre nous, des choses comme ça. Donc, mais il y avait besoin de ça, parce qu'on avait besoin de se retrouver pour décompresser, parce que c'est important. Moi, je dis toujours aux étudiants en médecine qu'il faut trouver le juste milieu, parce qu'on travaille, il faut être sérieux. Mais en même temps, il faut décompresser, donc il faut se faire du bien. Donc il n'y a pas de plage là-bas, donc ça c'est des choses qui manquent un petit peu. Mais il y avait effectivement une bonne ambiance. Donc, et moi, je m'adapte, je pense, assez facilement. Je n'ai pas de problème d'adaptation. Et je n'ai pas non plus de problème pour rester seule, parce que je crois qu'il y a des moments où ça fait du bien de rester seule. Avec soi-même. Et je n'ai pas non plus de difficulté à rester seule dans mon coin, parce que j'aime bien ça. Un peu, Et si tu avais la possibilité, là, aujourd'hui, et tu as une machine à remonter le temps, tu as la possibilité de revenir à ces années et tu vois Fritzline Velayoudon qui a 18 ans. Tu lui dis quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, je lui dis peut-être de ne pas arrêter la danse et de ne pas arrêter le piano. C'était quoi comme danse? Modern jazz. Ok. Voilà. Et de continuer? De continuer. Mais c'était pas compatible avec les études? C'était difficile pour moi de concilier le fait d'être loin. Okay. Après, je n'ai
peut-être pas fait les bons choix parce que je vois maintenant les jeunes, ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils ont d'autres priorités. Ouais, voilà, donc à l'époque, voilà, j'étais formatée pour ça et je me suis dit, ça va m'empêcher de travailler. Parce que le concours était difficile, c'était vraiment, fallait bosser ce qu'on apprenait à l'époque par rapport au programme de maintenant. Ça n'a rien à voir. On a beaucoup allégé les programmes. Sérieux? Oui, et du coup, il y a un problème là. Voilà. C'est des trucs graves quand même. Je veux dire, si on a des pathologies, pourquoi ils allègent les programmes? Parce que les programmes ne sont pas traités de la même façon. C'est-à-dire qu'on allège en première année parce qu'après, on les... Ouais, donc à la fin, il y a tout, mais en première année, c'est voilà, ok, d'accord, je comprends. Exactement. Okay. Ce qu'on nous demandait déjà, nous, à l'époque, ce sont des choses qu'il fallait peut-être acquérir en deuxième année, puisque il y avait des matières en plus. Qu'on fait maintenant peut-être plus en deuxième année. Mais c'est vrai qu'on avait un gros programme. Ouais. Et d'une manière générale, est-ce que, parce que pour arriver à là où tu es arrivé, il faut être quand même pointilleux, est-ce que tu arrives à être fier de ce que tu fais? Parce que généralement, il y en a qui ne sont jamais satisfaits. Et qu'est-ce que tu penses de Ibon Konsa? Alors, oui, je dirais que je suis fière de ce que j'ai fait parce que je pense avoir fait de belles choses. Je vois l'évolution des choses grâce à moi qui ont changé. Je vois aussi comment je suis copiée et ça, je suis super heureuse parce que si je suis copiée, c'est qu'il était bon. Ouais. Voilà. Donc, j'aime que les gens me copient. C'est très bien, parce que ça veut dire que je suis modèle, et donc oui, je suis fière de ça. Après, le Ibon Konsa, je pense que la vie, elle est amenée à changer tout le temps. Et de rester immuable sur quelque chose, de ne pas bouger, c'est ce que je disais, la résistance au changement. Moi, je ne suis pas pour du tout ça. Je ne pense pas que ça soit un terme que je vais employer. Ibon Konsa, je ne pense pas que ça viendra de moi. Au contraire, je suis toujours en train de chercher des challenges, parce que quand on me copie, je dis, ok, je les laisse faire. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver d'innovant qu'est-ce qu'il y aura comme nouveau challenge? Et puis là, j'y vais, je me dis, tiens, il y a ça, c'est pas fait. Et là, hop, je pars, j'y vais. Et on me suit ou pas, mais je fais quand même. Mais Frouzine, quand tu dis on te copie, est-ce qu'il n'y a pas une frustration? Non, il n'y a pas de frustration parce que... On copie ce que tu fais quand même alors que tu es là. Il y a une maternité du truc et il y aura copier, il y aura un qui fait et sans te donner peut-être ce qui te revient, entre guillemets, parce que copier c'est bien, je dis bien, il faut copier ce qui marche. Mais à la limite, à un moment donné, il faut savoir dire que bon, ça vient de tel endroit. Le problème, c'est que des fois, quand dans ce monde-là, quand c'est copié, on ne dit jamais d'où ça vient. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On ne dit jamais d'où ça vient. On ne me remercie jamais. On ne va pas évoquer, on va dire, c'est moi qui fais pour la première fois, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais je crois que j'ai dépassé ça, en fait, Cédric. Tu vois, je pense que si je suis encore à avoir des idées et continuer à faire de belles choses, c'est parce que j'ai dépassé ça. Je pense qu'au début, effectivement, au tout début, il y a quelques années, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Mais finalement, ça sert à quoi? Tu te fais du mal à toi, mais la personne, elle fait quand même. Et puis, tu regardes, en fait, et la population même, en fait, ne s'intéresse pas trop à ça. Donc, tu te dis, il faut avancer. Et c'est pour ça que je te dis que là, maintenant, depuis quelques années maintenant quand même, je me dis, ok, je laisse, faites. Alors, soit les gens continuent, ils font bien, soit ils font mal. Et de toute façon, ça se casse la figure. Mais après, moi, j'ai d'autres challenges. Je me dis, mais là, il y a ça qui n'est pas encore fait, ou il y a ça où j'identifie parce que j'observe beaucoup et je dis que là, il manque quelque chose. Et c'est là où il faut aller et j'y vais, en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas toujours accompagné, qu'on n'a pas les moyens, mais ça, c'est pas que moi. Je pense que d'autres personnes aussi ont évoqué cette difficulté. Mais je me donne les moyens, voilà, de faire des choses que j'aime et puis des choses pour le pays, parce que c'est ça qui est important. Qu'on me reconnaisse ou pas, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de faire ça et je le fais. Et après, les gens sont contents. C'est un travail ou c'est une passion? Les deux, je dirais. Les deux, pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une amélioration. Et pour un médecin, c'est vrai que nous, on est un peu dans notre qualité de vie maintenant beaucoup. Le médecin, il veut guérir. Mais moi, j'ai une passion supplémentaire, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir faire des choses qui
améliore pas que à l'hôpital, comme je dis souvent, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça que je te disais que copier, qu'on me copie, ça ne me dérange pas. Tant que ça peut améliorer. La seule chose que je souhaite, c'est que ça soit bien copié. Pas copié pour faire n'importe quoi, donc c'est surtout ça. Et par rapport à ça, quelle est ta plus belle expérience depuis les études de Fridlin jusqu'à maintenant? Ton plus beau souvenir là-dedans, c'est quoi? Sur le plan professionnel? Oui, professionnel, oui. Ou un souvenir qui t'a le plus marqué? Parce que généralement, quand on parle de diabète, excuse-moi, sans te couper, on parle de choses graves et machin, mais je me dis quand même qu'il y a si on le fait, c'est qu'il y a quand même des... Je sais pas, il y a des victoires quand même, il y en a beaucoup. Il y a des avancées, donc ta plus belle expérience, c'est quoi? Alors, ma plus belle expérience, alors tu vas trouver ça bizarre parce que tu vas me dire, cette fille-là, elle est malade, c'est qu'elle parle que de boulot. Mais c'est le boulot, ma plus belle expérience, c'est... à l'époque, c'était feu Dr Salin, qui était président de CME quand je suis arrivée en Guadeloupe. Et j'avais déjà ce projet universitaire. Et quand je suis arrivée, lui, il m'avait dit, parce que je l'avais contacté avant, et il me dit, mais Fridlin, si tu rentres en Guadeloupe, finis en fait toute ta formation et tu rentreras après. Et pour les raisons que je t'ai expliquées, familiales, je suis rentrée en fait avant. Okay. Mais j'avais envie de finir mon projet. Donc, je me suis inscrite en thèse de sciences. Et cette thèse de sciences, ce qui m'avait été dit, c'est que je n'aurais pas de temps et de moyens pour la faire et que je me débrouillerais, etc., etc. Donc, un discours très bloquant. Et moi, comme je t'ai dit, j'aime les challenges. Je me suis dit, ma thèse de sciences, il faut que je la fasse. Et du coup, j'ai dit beaucoup, du coup, ça va pas ça. La thèse de sciences, elle dure 3 ans. Et j'ai fait ma thèse de sciences en 3 ans, tout en travaillant, tout en étant maman de 2 petites en bas âge, en travaillant le soir et en travaillant le week-end, en publiant. Et par la suite, d'autres collègues ont fait des thèses de sciences en Guadeloupe. Parce qu'on m'avait dit, une thèse de sciences pour un médecin ici, ça ne se faisait pas, j'y arriverais pas. Et moi, je m'étais décidée de la faire en 3 ans. On m'a même proposé de ne pas la passer tout de suite pour laisser d'autres plus vieux que moi la passer avant moi. Et j'ai dit non. Et j'ai passé ma thèse de sciences en 3 ans. Donc c'était une belle victoire, c'était une belle histoire, ça a été difficile. Mais par la suite, d'autres ont suivi. Et il y a eu des thèses de sciences, il y a eu des nominations, il y a eu des choses. Et puis moi, je trouve ça magnifique. Ça veut dire qu'en fait, c'est inspirant. Ça veut dire qu'on peut faire quand on a envie et que c'est pas parce qu'on est en Guadeloupe qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas avancer. Donc, je suis docteur en médecine et je suis docteur en sciences. Et j'étais très fière, mes parents étaient contents. Et c'était une belle victoire. Cette façon d'arriver jusqu'au bout de ce que moi j'ai envie, c'était une victoire pour moi. Et oui, voilà, je voulais un petit peu partager ça avec toi. Et comment on conjugue l'expertise, la rigueur, la discipline de la professionnelle avec la vie de maman? Est-ce qu'on arrive à couper? Est-ce qu'il y a des limites? Comment on fait? Alors, pour être vrai, j'ai eu mes 2 filles à Paris et j'étais en master. Quand j'ai eu ma première, je faisais mon clinica et j'ai eu ma deuxième, j'étais en master. Donc je les amenais avec moi en fait à l'hôpital, donc dans leur cosy, dans leur cosy, il y en avait une qui a été à la crèche par la suite, donc ça allait, mais je les récupérais, j'y allais, voilà. À partir du moment où on fait son travail, moi j'étais appelée par mes patrons le petit colibri des îles, mon petit colibri des îles. Bon, maintenant il faut plus dire ce genre de choses aux internes, voilà. Mais mes patrons à l'époque m'appelaient comme ça, et donc ils comprennent et ils savent aussi que je vais revenir et que le travail sera fait. Donc ma fille, mon aînée, je l'amenais dans son cosy, je retournais avec elle à Gustave Roussy où j'étais à l'époque. Et je la posais là, les infirmières lui faisaient des petits gants, des petites marionnettes, des petites choses comme ça. Donc j'ai toujours emmené mes enfants partout en fait. Mes 2 filles, je les ai toujours trimballées partout. Elles ont toujours été habituées à être trimballées, à attendre dans mon bureau. Voilà, parce que c'était plus simple pour moi de les avoir à côté de moi, parce que je suis une vraie maman poule, pour le coup. Un peu trop, paraît-il. Mais de les savoir à côté de moi, c'est que je sais qu'elles sont là, elles me voient, je vois ce qu'elles font, elles voient ce que je fais, et elles comprennent
que voilà, maman, elle travaille. Et donc, il n'y a jamais eu de souci par rapport à ça. Et donc, plus grande après, forcément, une fois qu'elles ont eu l'âge de ne plus venir avec moi, elles savaient pourquoi je rentrais tard. Voilà. Ma fille, une fois, m'a reproché « Mais maman, sur ton téléphone, il n'y a que des photos de pieds pourris. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as mon téléphone et pourquoi tu regardes dans mon téléphone ?» Donc, voilà. Donc, c'était des petites choses comme ça qui se sont construites au fur et à mesure. Mais être maman, c'est être à l'écoute. Moi, je parle beaucoup avec mes enfants, je les écoute beaucoup. Je ne pense pas qu'elles aient manqué de quoi que ce soit, parce qu'effectivement, je suis une maman poule. Mais ma mère est pire que moi. C'est une maman poule et c'est une grand-mère poule. Donc, voilà. Donc, quand elles n'arrivent pas à dire des choses à maman, elles le disent à mamie, ou même à papy, d'ailleurs. Et elles ne disent pas les mêmes choses à mamie et à papy. Enfin, voilà. Donc, le petit cocon familial, il est toujours là. Et oui, j'arrive à concilier sans trop de difficultés, je pense. Mais ça, c'est elle qui pourrait répondre à la question, est-ce que c'est réussi ou pas? Oui, bon, après, de toute façon, les parents, on fait avec les moyens qu'on a. Oui, simplement, chacun fait au mieux. Alors, petite parenthèse, Francesca Faithfull, moi, je suis fan. C'est pas des blagues, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. Et en t'invitant aussi, je me suis dit, ça la fera plaisir parce que je connais le côté fusionnel qu'il peut y avoir. Donc vraiment, c'est une femme que voilà. Tout le monde aime Francesca Faithfull. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est très humble. Voilà. C'est partie de ces gens-là. Je trouve que c'est une belle personne. Bon, la parenthèse est fermée. Par rapport à ça, dans 10 ans, tu te vois comment? Alors attends, parce qu'il faut que je fasse le calcul pour savoir si ça me fait quel âge. Dans 10 ans, comment je me vois? Alors, je me vois toujours au calme, parce que j'aime pas les conflits. J'aime pas les difficultés, j'aime pas les cancans, là. Je fuis ça. Donc, je me vois au calme, tranquille, voilà, avec la personne qui m'accompagne et que j'aime, voilà. Sans de brouhaha, c'est ça, avec dans une ambiance professionnelle qui soit plus apaisée, parce qu'on a tendance à ne pas savoir quand on est dans un hôpital, on travaille ensemble, donc une ambiance apaisée où on s'écoute, où il y a moins de trahison, d'hypocrisie, de choses comme ça. Mais ça, c'est le monde de Fritzline dont elle rêve dans 10 ans. Ça, c'est sur le plan professionnel. Et puis, sur le plan personnel, non, cette vie que j'ai me convient. Elle est bien avec les amis, les personnes... parce qu'avec le temps, les personnes, je vais dire, de qualité restent. Les personnes de moins bonne qualité partent, ou moi, je les exclus assez facilement, les personnes de moins bonne qualité. Quand je vois qu'il y a beaucoup trop d'ondes négatives, j'ai tendance à me replier. Tu fais le tri facilement. Voilà, c'est ça. Ouais. Fritzline, est-ce qu'on va gagner le combat diabète? Alors, c'est un problème mondial. Le diabète est une problématique mondiale. Je pense qu'on peut avoir des petites victoires sur un petit territoire comme le nôtre. On peut avoir des petites victoires et on peut être modèle pour les autres pays. Mais il faut qu'il y ait une vraie politique de santé, qu'on soit accompagné et qu'on le veuille vraiment. Et je pense qu'on peut avoir de belles victoires et de petites victoires. Mais malheureusement, ce n'est pas la priorité, je pense, pour l'instant, par rapport à des projets que j'ai déjà présentés plusieurs fois depuis 10 ans. Et on peine à mettre en place ces choses parce que tout simplement, ce n'est pas la priorité. Il y aura probablement après moi ou à un moment... Quand tu dis que ce n'est pas la priorité, on te répond quoi, globalement? Eh bien, on va me dire oui, mais après, j'ai plus de suite. Mais ça, c'est assez fréquent en général. Mais les entreprises aussi peuvent le dire. Des projets innovants pour la Guadeloupe, on va vous dire oui. Et vous déposez un projet, il n'y a pas de suite. Vous demandez des rendez-vous, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de... Donc moi, après, je ne m'épuise pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave parce que c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour la population. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd du temps. On perd du temps. Et qu'est-ce qui fait que tu sois quand même optimiste? Parce que je suis de nature optimiste. Oui, d'accord, mais je veux dire, très bien, j'ai compris le monde de Fritzline, mais tu es professionnel, tu présentes des choses qui ne sont pas suivies des faits.
n'as pas les moyens à la base, c'est la vérité, tu n'as pas les moyens qu'il faudrait, alors que c'est peut-être possible, je sais pas, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on garde l'optimisme? Juste que ce soit, on y croit en fait. Alors j'y crois par rapport à mes patients. Je pense que ça, en tant que médecin, le soutien des patients, leur accompagnement, leur soutien, et puis on a quand même des associations aussi à côté qui, il y a des gens qui œuvrent. Voilà, qui œuvrent, et donc ça fait que je reste optimiste. Je me dis qu'à force de mettre des petits grains de sel, on a fini par me faire vouloir dévier en fait de la route, mais finalement on construit au fur et à mesure, petit à petit, avec ceux qui veulent, et ça va finir par donner quelque chose, je pense. Mais comme je te dis, je suis optimiste de nature. Et puis les personnes bloquantes, elles ne sont pas là toute la vie. Elles finiront soit par partir, soit par être diabétiques. Enfin, développer un diabète, parce que être diabétique, ça ne se dit pas trop. Développer un diabète et venir, ça s'est déjà produit d'ailleurs. Malheureusement, ces personnes sont parties de la Guadeloupe, mais à partir du moment où elles ont connu la maladie, elles étaient prêtes à aider. Donc c'est assez... voilà. Donc je suis assez... je crois assez à la roue qui tourne, tu sais. Le karma? Au karma et à la roue qui tourne, moi j'y crois parce que je l'ai vécu plusieurs fois. C'est pour ça que je dis que je suis optimiste, que je suis assez simple et que les gens qui me copient, tu vois, il n'y a pas de frustration, mais plutôt bravo, continuez. Mais je fais autre chose, je passe à autre chose. Tu es du genre, alors j'ai un proverbe que je répète souvent, le temps te met toujours à ta place. C'est ça? Oui, c'est vrai, tout à fait. Le temps est parfois long, c'est parfois le temps, pas parfois le temps qu'on veut, mais c'est exactement ça, oui, c'est très joli comme phrase. Ouais. Et est-ce qu'il y a justement, qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe? Tu as dit modern jazz, mais qu'est-ce que tu aimes faire qui te ressource? C'est la danse? Alors oui, j'aime danser. J'aime danser. Donc ce qui me ressource, c'est la danse. C'est les petits moments avec les amis autour d'un plateau de fromage, de charcuterie et de vin. Donc ils vont se reconnaître, je pense. Et puis oui, j'aime danser, j'aime sortir, j'aime écouter des concerts. J'aime faire autre chose que la médecine quand même, mais toujours dans ce côté musical. La musique, pour moi, c'est vraiment une thérapie, que ça soit pour danser, que ça soit pour écouter des artistes, quels qu'ils soient, du classique, du jazz, enfin voilà. Mais toujours dans des petits moments un petit peu privés, tu vois, les trucs un petit peu où il y a du monde. Oui, voilà, j'aime de moins en moins. J'ai eu ma phase où j'ai aimé ça. Mais ouais, j'aime bien ce côté un petit peu plus donc toi, c'est la musique qui t'a fait t'évader, Oui, ouais, tout à fait. Ok. Bon, il y en a qui disent la nature, il y en a qui disent... c'est assez effectivement intéressant. Est-ce qu'il y a un proverbe en Guadeloupe, quelque chose, une phrase que tu répètes, une phrase qui fait sens pour toi? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a en Guadeloupe, en créole alors? Ouh là là. En créole ou en France, je sais pas, oui. Ou pas du tout. Tu disais Grandiri qui a fait que ça diri, peut-être c'est ça aussi. Alors non, c'est pas ça. Alors je connais pas très bien, hein, mais c'est ce qu'il dit de l'eau pas cachaillée. Quand quelque chose est pour toi. Ah, ça qu'il a pour de l'eau pas cachaillée. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça. Et tu arrives vraiment à lâcher prise comme ça là-dessus. Parce qu'en fait, entre le dire. On le dit à des moments où on est très confiant, ça est là pour de l'eau pas cachaillée, mais il y a des fois où quand on s'investit dans quelque chose. Ah non, mais ça ne veut pas dire que quand j'arrive à la maison, je ne rouspète pas sur le coup ou j'en parle pas avec véhémence. Hein. Parce que par contre, quand j'arrive à la maison, il faut que je partage. Oui, il faut y aller. Ma journée, et là, ça y va. Et une fois que c'est fait, donc ça peut être dans la voiture avec ma copine, ça peut être dans la voiture avec ma maman, ça peut être avec mon doudou, mais ça peut être même déjà, je mets un pied dans la voiture, j'appelle déjà. Ouais. Ou ça peut être quand j'arrive à la maison, parce qu'il faut que je partage ça avec quelqu'un. Et puis voilà. Et puis du coup, c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'en face, j'ai toujours des gens qui me calment. J'ai toujours des personnes qui me calment. Ouais. Voilà, donc c'est dit, c'est posé, et après on passe à autre chose. Donc mais ça s'apprend, parce que c'est avec le temps et l'âge, l'expérience de tout ce que j'ai pu vivre depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, que j'apprends à être comme ça, ou que j'ai appris à être comme ça. Okay. Mais j'ai envie de dire que c'est humain, parce que dans les associations
où j'œuvre, c'est toujours un petit peu comme ça aussi, hein, c'est humain en fait. Donc il faut savoir accepter et puis faire ce travail sur soi. C'est difficile. Alors, il y a un truc dont je voulais parler avec toi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, parce que tu sais, comme je l'ai dit, il n'y a pas de montage dans les belles rencontres. Je n'ai pas de canevas préparé. C'est en fonction de l'énergie du moment, ce qui me vient. Et dernièrement, j'ai fait une interview avec Elie Demoda, pour ne pas le citer. Et je ne sais pas, ça m'est venu en pleine interview. J'ai eu envie de lui parler de kakistocratie. Parce que ça m'arrive, moi, personnellement, de rouspéter, parce que des fois, j'ai le sentiment que, je ne dirais pas les médiocres, parce que si médiocre, c'est moyen, j'ai parfois le sentiment qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place dans beaucoup de postes à responsabilité, pas en Guadeloupe, mais dans cette société. Est-ce que toi, tu dis non, le temps met à leur place, les choses se font, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à observer ou pas du tout? Moi, je sais pas, peut-être que moi, je suis dans mon carcan et je me dis ça, et peut-être que j'exagère aussi, j'ai pas la chance infuse. Mais est-ce que toi, tu as ce sentiment par moment ou pas du tout? Tu te dis non, mais de toutes les façons, à un moment donné, comme par exemple les personnes qui ne voulaient pas aider et qui veulent aider pour le diabète, la roue tourne, est-ce que tu arrives à... quel constat, toi, tu fais par rapport à ça? Écoute, je partage ton avis, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup de difficultés dans certains postes. J'ai envie de dire que la tête montre l'exemple aux autres. Oui. Et il suffit qu'il y ait effectivement de la médiocrité pour que la tête recrute que des médiocres. D'accord ? Ouais. Donc ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est un fonctionnement qui est humain. Bon, je ne fais pas d'allusion. Je pense que c'est assez humain dans la vie d'aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce côté, tu sais, la rigueur dont je te parle, avoir une morale, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, ça ne permet pas à certains d'accéder à certains postes, parce qu'il faut des compétences, il faut travailler, et donc, les personnes qui travaillent, les personnes qui ont les compétences, les personnes qui peuvent faire changer la Guadeloupe, changer le monde, ce sont des personnes qui restent dans l'ombre. Ouais. Ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Ce sont des personnes qui ne vont pas au conflit et qui essaient de travailler à leur façon. En revanche, les personnes justement qui sont à l'opposé, ce sont celles-là que tu vas entendre beaucoup. Tu vois ? Et oui, je dirais que c'est un petit peu humain en fait, parce que c'est un petit peu le propre de l'homme de vouloir exister par le regard de l'autre. Ça, tu le sais, ça c'est humain. On existe par le regard de l'autre. Et ça, mais à quel moment on perd? C'est dans le monde. C'est dans le monde, mais à quel moment nous en Guadeloupe, pas nous en Guadeloupe, mais on perd la notion de mérite, l'importance du mérite. À quel moment? Mais je me suis dit à un moment donné, quand j'étais gamin, il fallait mériter les choses. Je suis désolé, il fallait mériter. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mais à quel moment ça se perd? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, le tout facile? Est-ce que c'est ça qui fait ça? Oui, je pense qu'on a à peu près le même âge, Cédric. Donc je pense qu'à l'époque, effectivement, c'était au mérite, même au niveau du sport. Et je crois que la société d'aujourd'hui a beaucoup changé. Il y a les réseaux, comme tu dis, il y a la violence, il y a le fait d'avoir de l'argent facilement. Tout ça, ça a changé. Donc on a l'impression que les valeurs que nous, on avait n'ont plus le même sens. Et ça peut expliquer effectivement ce constat par rapport à ce que tu disais concernant la médiocrité. Ce qui est dommage, c'est que les personnes qui pourraient faire remonter les choses en disant ça suffit maintenant, on a envie de... Elles restent dans l'ombre. Voilà, restent dans l'ombre. Est-ce qu'elles ont réellement tort quand on regarde je pense que quand tu aspires à ta tranquillité et que tu sais que tu fais le travail en sous-marin, pourquoi tu veux t'exposer, pourquoi tu veux aller au conflit, voilà, les personnes, la population en tout cas, c'est très bien qui est médiocre ou pas. Tu sais, tu penses? Oui, je pense que la population sait. Elle sait reconnaître, ok. Oui, je pense. Ok, voilà. Très intéressant. Voilà, il y a une partie de la population qui n'a peut-être pas les mêmes visions non plus, ni les mêmes besoins. On a quand même une grande pauvreté en Guadeloupe, on a une grande précarité en Guadeloupe. Moi, à l'hôpital, je le vois tout le temps.
mon père, il me dit tout le temps, mais pourquoi tu quittes pas l'hôpital? On fait que t'emmerder dans cet hôpital-là, tu fais des heures pas possibles, pourquoi tu t'installes pas en ville? Je lui dis, mais papa, ça m'intéresse pas, moi. J'ai pas envie d'aller en ville où je vais voir des pathologies très simples, j'ai envie de choses compliquées qui bougent, d'être en interaction avec d'autres médecins et puis voir aussi des personnes qui sont en demande, en souffrance, qui ne peuvent pas payer. Moi, je suis sûre que si je m'installe en ville, je vais oublier de faire les gens payer. Donc, tu vois, il faut de tout pour faire un monde. Et on voit beaucoup de souffrance. On a vraiment beaucoup de souffrance. Les personnes qui viennent en consultation... si elles commencent à vous raconter leur souffrance, vous n'allez pas leur dire non, l'heure est passée ou bien bâclée. On est à leur écoute. Donc la consultation qui était programmée 20 minutes, elle va durer parfois 1 heure. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut aussi tenir compte de cette partie de la population qui n'a pas la même vision de nous, de la médiocrité, de la compétence, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oui. De rester en bonne santé. Ah oui. Voilà. Oui, ça c'est la réponse. Oui, voilà. Oui. Bah oui. Si je suis en bonne santé, je vais pouvoir continuer tout ce que j'ai envie de faire. Ouais. Donc de me souhaiter une bonne santé. Mais quand on est diabétologue, qu'on connaît ça influence fortement ce qu'on mange. Ah ben oui. Ça influence non seulement la famille proche, les amis. Oui, j'essaie toujours de mettre mon petit grain de sel quand même, puisque forcément, je vais faire la remarque au resto, mais là, tu pourrais quand même prendre ça. Oui, forcément. Ok, d'accord. Bon. Et ça veut dire que toi, jamais, il n'y a pas d'excès? Ah, je n'ai pas dit ça. Non, je pose la question. Alors, j'aime manger. Oui. J'aime manger. Mon père fait hyper bien la cuisine et les bonnes choses. Donc j'aime manger les bonnes choses, j'aime manger de tout, mais de bonnes choses. C'est vrai que je ne peux pas faire d'excès parce que j'ai tellement une hygiène de vie depuis toute jeune, très un petit peu cadrée, que si je fais un excès, je suis vite pas bien, malade. Je suis pas très... Voilà. Ouais. Donc je suis un peu petite nature sur certaines choses. Donc voilà, mais... les excès, j'aime le bon vin, j'aime le rhum vieux, j'aime... Oui, non, je suis comme tout le monde, j'ai pas de... Mais c'est toujours sans excès. Ouais, avec modération. Avec modération. Ok, et ça s'inscrit dans une hygiène dans le temps aussi. Exactement. Ok. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on aime, on a envie d'aller à l'excès. Et donc, tu as très bien réussi à juguler ça quelque part. Oui, tout à fait, ça va. C'est vrai que le petit péché mignon... c'est la soupe à Congo de ma maman. C'est vrai que des fois, je prends 3 assiettes, mais après, je suis morte. Je suis couchée. Il faut que j'aille dormir, faire la sieste. Ouais. Parce que c'est vraiment bon. Et donc, je peux me servir 3 fois. Sans vraiment... Sérieux? Ah oui, 3 fois. 3 assiettes, mais après, il n'y a plus personne. Ouais. Donc, pendant que tout le reste de la famille joue au jeu de société, là, donc moi, je suis à la sieste. Et quand tu fais ça, qu'on comprenne bien, parce que j'imagine qu'il y a un équilibre derrière. Tu as pris 3 assiettes aujourd'hui. Le lendemain, tu manges quoi? Oh, mais normalement. Normalement? Oui. Ok. Il n'y a pas de diète particulière après? Non. Ok, bon, mais ça c'est... Non, mais la soupe à Congo, c'est pas quelque chose de plus déséquilibré. Oui, de quantité? Ah non, pas du tout, non. Par contre, le soir, peut-être que je ne vais pas manger. D'accord. Mais parfois, elle fait du chaud d'eau, alors... Aïe. C'est compliqué, parce que le chaud d'eau de ma maman, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et donc, du coup, si on mange ça à midi et qu'elle fait son chaud d'eau et le gâteau fouetté, parce que c'est... Voilà, c'est ma maman, il y a toujours ça. Ouais, mais le soir, je ne mange pas. Tu ne manges pas? Non. Ok. Donc, gâteau fouetté sur l'eau. Ok. Mais vous voyez comme quoi, on peut être diabétologue et aussi aimer les bonnes choses. Oui. Friseline, la carte, on y arrive. Au moment où tu vas tourner cette fameuse carte. D'accord. Pour nous dire... Oh là là. Alors, allons-y. Ah, magnifique. Merci. Ça t'inspire quoi? Plein de choses, parce que je crois que si je suis là aujourd'hui, tu as raison. La carte, elle parle à tout le monde. Moi, je me disais, oh là là, sur quoi je vais tomber? Non, mais merci, parce que si je suis là aujourd'hui, que ce soit pour mon côté professionnel,
j'ai mes parents à remercier. Si je suis la femme épanouie que je suis aujourd'hui, j'ai quelqu'un à remercier. Si je suis là avec toi, Cédric Santime, et que je peux me confier, je te dis merci. Donc, non, c'est une jolie carte. Et c'est un petit cœur, ça, c'est ça? Je peux la montrer? C'est ça. C'est une forme de cœur. Regarde, celle-là. D'accord. Cette caméra-là, voilà. D'accord. Voilà. Avec le cœur pour dire merci et je t'aime aussi, parce que le cœur, c'est... Oui, c'est ça. C'est hallucinant. Donc oui, ça me parle. Alors, je lis le texte, sachant que c'est un texte forcément, c'est un texte qui m'est venu, qui colle à la carte, mais qui parlera, tout ne peut pas être exact, on est d'accord. Mais en même temps, déjà, la carte te parle. Savoir dire merci est une bénédiction qui en amène d'autres. Mais d'accord. La carte que vous venez de tirer vous invite à la gratitude. Peut-être parfois vous focalisez-vous sur ce qui vous manque sans voir tous les bienfaits que la vie vous procure. Apprenez à voir le verre à moitié plein. L'univers est sensible à la gratitude. Regardez ce qui vous a déjà été donné, ce que tu fais très bien. Remerciez pour les choses qui vous sont offertes. Vous avez un toit sous lequel vous abritez. Vous avez de quoi vous nourrir. Vos parents, c'est marqué, regarde vos parents. C'est marqué vos parents. Et vous-même êtes en bonne santé. Vous avez de quoi vous vêtir. Apprenez donc dans la gratitude. Vous vous en rendez compte. Vous êtes chanceux ou chanceuse. L'abondance est déjà présente dans votre vie. En remerciant Dieu, l'univers, les aides de lumière, pour tout ceci, vous élèverez votre taux vibratoire, je vais y arriver, et attirez encore plus de bénédictions dans votre vie. Dites simplement merci à la vie. Merci à la vie. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ah ben, tu vois. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avant l'émission, elle me dit, mais hâte de voir quelle carte je vais tirer. Mais oui. Voilà. Alors, ça ne s'explique pas, il faut dire, je ne sais pas. Il y a pas. Tu as vu, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de tour de magie, non. Il n'y a pas de truc. Alors, si j'avais un tour de magie, franchement, j'aurais fait fortune avec. Franchement, je peux pas te poser cette question. Ah, mais non, j'aurais fait fortune avec. J'aurais fait fortune avec, c'est clair, parce que là, tout le monde me demande, mais comment tu fais? Je dis non, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qu'on ressent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et du coup, j'ai fait un oracle, voilà. Ah, mais Cédric, tu tires les cartes. Si vous voulez, je tire les cartes, mais j'ai fait un oracle parce qu'en fait, moi, je suis en quête d'équilibre, tout simplement. Oui. Pour moi, la vie, c'est une question d'équilibre. Oui. Ton métier nous parle d'équilibre alimentaire, d'équilibre par rapport au sport. La vie est équilibre pour moi. Donc voilà. La question de Mme Frizzline. Alors, je la cherche pendant que tu parles en même temps. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Alors, si, je dirais que tu as mis en place des belles rencontres où tu nous interroges. Moi, je voudrais savoir s'il y aurait une partie de ton histoire de vie qu'on ne connaîtrait pas et que tu accepterais de partager avec nous. Alors là, Là, c'est... Alors là, Frizzline. Challenge. Alors... Waouh. Non mais attends, Je prends ta place, c'est ça? Est-ce qu'il y a une partie de ma vie qu'on ne connaîtrait pas? Et que tu voudrais partager avec nous, qui t'écoutons. Et là, tu as ton nombre de vues qui va monter au plafond. 1 milliard de vues. Non, il y a tellement de choses. Non, mais tu t'en rends même pas compte. Lindsay, il y a tellement de choses. Waouh, qu'est-ce qu'on ne connaîtrait pas de Cédric Santime que je voudrais partager? Je sais pas, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 1000 vies. Vraiment, et à tel point que j'ai parfois le sentiment que j'ai rêvé certaines choses, tu vois. Parce que, j'ai pas eu des études aussi brillantes que les tiennes. Moi, je faisais philo, je jouais au foot. Alors, ce qu'on ne sait pas de moi, peut-être pas, c'est que c'est qu'à la base, l'homme que vous voyez aujourd'hui, je suis totalement opposé à celui que j'étais avant. Ah oui. C'est-à-dire que le fait de voir Cédric qui fait une émission, on parle des gens inspirants, Cédric qui essaie d'entendre ce qu'il y a de positif chez les gens, non, c'était pas du tout ça avant. C'était Cédric qui était... à part pour les gens que j'aime, parce que j'ai toujours été très entier voilà, quand j'aime quelqu'un, j'aime. C'est pas comme ça, quand j'aime pas aussi, j'aime pas. Cédric était très tempétueux. J'adorais... Alors à l'époque, on est quasiment dans la même promotion. Tu te rappelles les démons à l'époque? Je voulais être un démon. Ok. Je voulais être un démon. Voilà,
Le jeune Cédric, très jeune, c'était ça, voilà. Fort heureusement, j'ai eu des parents qui étaient bien ancrés, on va dire ça comme ça, qui m'ont appris la valeur des choses. Et la vie aussi m'a donné quelques coups qui m'ont permis de... Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on se dit, ouais, les gens me disent, ah ouais, mais tu es gentil, mais tu es gentil, ah, tu es sympa, tu es ceci. Et je les regarde, je dis, mais s'ils savaient, en fait. Sur ce coup-là, aujourd'hui, oui, j'ai appris à faire des choix en termes de bienveillance et ça me fait plaisir parce que je me rends compte que plus tu donnes de la bienveillance, plus elle te revient. Oui. Plus tu donnes, voilà. Mais à la base, c'est pas ce que j'aimais. D'accord. C'est ça, en fait, c'est pas ce que j'aimais. Donc, tout ça pour te dire qu'il y a eu un énorme travail, mais coût de la vie, coût, pas le coût argent, coût, les coûts qu'on prend, et où j'ai dû apprendre l'humilité. Beaucoup de choses, beaucoup d'humilité. Donc, c'est ce que je peux partager avec vous aujourd'hui, qui peut être surprenant. Et ça me donne des fois l'impression que j'ai rêvé de ça, en fait. Mais crois-moi sur parole, le jeune Cédric avant, c'était pas gagné du tout. Donc, c'est ça qui est... Et on peut dire merci aussi. Je peux dire merci parce que Cédric vient de loin. Très loin, et j'ai su aussi écouter, j'ai su apprendre, j'ai su prendre des coups, j'ai su me relever, j'ai su tomber, j'ai su faire beaucoup de choses. C'est ce que je peux apprendre. Celui que vous voyez aujourd'hui, c'était pas du tout ça avant. D'accord, mais c'est un beau scoop. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Voilà. En tout cas, Frisine, je te remercie. Merci à toi. Moi, je te souhaite une bonne continuation dans ce que tu fais parce que des gens comme toi sont essentiels à notre société, parce que déjà par rapport à ton métier. Et je trouve que globalement, on a du mal à reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous donnent. Tes patients sont reconnaissants, mais au-delà de ça, on voit quelqu'un avec une fonction, on se dit, ben voilà, les docteurs, je vais aller la voir et tout. Mais on ne prend pas compte de la valeur des gens. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans ces belles rencontres pour créer un peu plus d'équilibre. Merci beaucoup pour cette émission. Donc, merci à toi. L'abonnement sur YouTube, n'oublie pas, hein, tu t'abonnes sur YouTube et quand tu auras le temps, tu regardes même l'abonnement, voilà, et de temps à autre un petit commentaire, voilà, et je partage. Tu partages et tu en fais parler. Donc je suis vraiment honoré de t'avoir reçu. Bien entendu, tu salues tes parents, Fabien et maman Francesca, que j'apprécie énormément. Voilà. Merci. Alors, parenthèse, puisqu'on m'a posé la question aussi, ouais, mais quand est-ce que tu fais les politiques? Non, Cédric ne fait pas les politiques. Parce que dans son travail, déjà, Cédric, voilà, je ne vais pas être voilà, tout mélanger. Mais sache que, et ça je le dis, et je le dis clairement, si j'interrogeais des politiques, Francesca Fesoul serait parmi l'une des premières. Ça, je le dis et je mets ma main à couper. Oui, elle a une belle âme. Oui, vraiment, c'est quelqu'un... Oui. Donc voilà, donc je la salue. Merci Frisine, merci à vous. Mais voilà, vous avez eu un scoop aussi avec sa question. Hein. Heureusement que ça m'a pas la question. En tout cas, très content d'avoir pu recevoir Frisine Velayoudon. Hein, voilà, une grande dame qui fait beaucoup pour le diabète et qui aide beaucoup de personnes. C'est un parcours inspirant parce que justement, il y a des gens qui se battent, des femmes qui se battent, des hommes qui se battent, qui font des choses dans le silence parfois. Et c'est ça l'objectif des belles rencontres. Parler des parcours inspirants. Donc, vous abonnez, des messages, des likes. Pas forcément des messages qui font plaisir, mais des messages, puisqu'on n'est pas là pour se gausser de ce qu'on fait. Mais voilà, partagez avec nous. Et n'hésitez pas, partagez, faites partager les belles rencontres. À bientôt.